Il faut dire que dans cette première leçon, la première des choses que nous allons avoir un peu ce que c'est que les notions de, quelles sont les différentes notions que nous avons dans le cadre des bases de données. Et permettez que je sois rapide dans certains cas parce que, bon, je suppose que vous avez pu peut-être jeter un coup d'œil un peu au niveau des différents PowerPoint que nous avons connaissance pour qu'on puisse aller à l'essentiel. L'objectif de ce cours, pour vous, les apprenants, c'est pour vous imprégner. Bon, je ne sais pas si parmi vous, les gens ont déjà eu des notions de bases de données, ont déjà traité des bases de données, ou bien ont déjà travaillé quelque part où ils utilisent ou bien ils utilisaient des bases de données, ou bien de programmation. Je ne sais pas si parmi vous, s'il y en a. Ça, c'est d'abord une première question que je pose. C'est posé aussi à vous qui êtes en FOAD. Je voulais savoir s'il y a des gens qui ont déjà une notion de base de données, un peu leur utilisation, leur gestion et autres. Je pense que tout et chacun de nous a actuellement un peu utilisé peut-être les bases de données sans s'en rendre compte que c'était peut-être des bases de données qu'il avait à sa disposition et qu'il a utilisées. Mais quand nous allons faire le cours, sûrement que chacun va essayer de voir. Ou bien si vous ne voulez pas parler que vous êtes timide, c'est au fur et à mesure dans l'avancée du cours que je verrai. Donc, l'objectif dans ce cours, c'est d'abord s'imprégner de quelques notions de définition de ce que c'est qu'une base de données et connaître les principales caractéristiques des bases de données. À l'issue de ce cours, les différentes compétences que l'étudiant doit avoir, c'est d'être capable de connaître les principes fondamentaux des bases de données pour pouvoir se préparer à leur conception. Pour la leçon 1, nous aurons quatre grandes parties. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'un système d'information? Qu'est-ce qu'une donnée? Les définitions caractéristiques dans le cas d'une base de données. Donner les définitions et caractéristiques d'un système de gestion de base de données. Et puis ensuite, nous allons terminer par une conclusion. Bon, avant de commencer, j'ai dit qui veut aller loin, Mina s'aventure parce que, comme je le disais, les bases de données, c'est vraiment très intéressant, c'est impressionnant, c'est vraiment très intéressant lorsqu'on comprend. Et donc, pour pouvoir mieux avancer dans ce cours et pouvoir mieux être outillé, il est important déjà de connaître les premières bases de ce cours. Si ce que nous donnons ici, je peux dire que ce sont les BABA, les bases même du cours. C'est pour nous, il est important d'avoir, qu'on appelle ça, une connaissance au niveau des bases. Les premières bases du cours. Une fois que tu as ça, ça t'aide dans l'avancée de tes bases de données, même après la formation d'ici. Si tu veux suivre des cours parallèles après, ou bien si tu veux approfondir encore tes connaissances en base de données, ou si tu veux être un gestionnaire de base de données, ou bien un concepteur de base de données, ou bien programmeur et autres, au sein d'une entreprise, au moins les notions que tu as eues ici, accompagnées de certaines notions que toi-même tu vas acquérir pour tes propres connaissances, ou bien à travers d'autres formations, déjà ça t'aide. Parce que si tu commences un cours que tu n'as aucune notion de ce qu'on dit, ce que c'est qu'une base de données, qu'est-ce qu'un système de gestion et autres, ça peut quand même avoir de confusion. Donc, il faut dire que l'apparition des logiciels et des systèmes de gestion de fichiers de base de données ces dernières années occupe de plus en plus une place importante dans le monde et dans le micro-informatique. Bon, nous tous, nous sommes vraiment conscients de cela. D'où l'importance de savoir comment se fait la mise en place d'une base de données et son exploitation afin de répondre à des préoccupations bien précises au sein de notre société. Bon, ici, il y a un peu une définition. Qu'est-ce que dans le cas d'un système d'information, qu'est-ce que c'est qu'un logiciel? Qu'est-ce qu'un logiciel spécifique? Donc, le logiciel, comme je l'ai dit, c'est une contraction de produit plus sur le logiciel, c'est-à-dire un logiciel applicatif qui est générique, il est libre ou exclusif, il est prévu pour répondre à des besoins ordinaires. Pourtant, le logiciel spécifique, il est développé pour une organisation spécifique et conçu pour répondre à des besoins spécifiques. Donc, selon vous, quel exemple, par exemple, d'un logiciel spécifique vous pouvez donner en fonction de la définition que je viens de donner? Un logiciel spécifique, oui. Oui. Voilà. Et vous voulez avoir la liste. Oui, vous savez ça. Ah, merci. Vous pouvez passer ça, parce que ça fait les participations sont parties aussi de... Je peux garder. Vous devez déposer après. Pourquoi? C'est juste des présences. Vous devez déposer après. Vous devez déposer, c'est pas pour moi.
Ça, vous devrez déposer de l'administration pour montrer ceux qui ont fait le cours et votre nom, d'accord. Donc, trouvez-moi une autre liste. Et je veux, c'est pour pas donner quelques notes de participation pour ceux qui participent. Quoi. Oui, écoute-moi. Le Google Maps. Oui, à quoi c'est le Google Maps? Pourquoi tu dis que c'est un logiciel spécifique? On dit que c'est développé pour une organisation spécifique et conçu pour répondre à des besoins spécifiques. Pourquoi tu dis que c'est un logiciel spécifique? D'accord, oui. Le nom, s'il vous plaît. Kwasi Edgar. Kwasi. Kwasi Edgar, d'accord. Moi, je dis que Google Maps, c'est un logiciel spécifique parce qu'il est écrit par l'institution Google. Voilà, et il est écrit pour faciliter la localisation. La localisation. Voilà, il joue un rôle très spécifique. Voilà. Le Google Maps, ça peut se localiser. N'est-ce pas? Une organisation spécifique. Une organisation développée par une organisation spécifique. Donc, vraiment, là, c'est développé par une organisation. Google, là, c'est pas une organisation. Mais c'est une structure bien. Comme il y a vu, c'est développer une organisation spécifique. Oui, pour une organisation spécifique. Quand on dit une organisation, attention, il ne faut pas confondre par une organisation spécifique et pour une organisation spécifique. Quand on dit pour une organisation spécifique, c'est-à-dire pour un travail spécifique, pour quelque chose de spécifique. Pas une organisation spécifique. Donc, ce qu'il a dit, développé par Google pour pouvoir se localiser. C'est pour une organisation spécifique. L'organisation, c'est pour quoi? Pouvoir faire la localisation, pouvoir se retrouver sur une carte ou bien dans un milieu précis lorsqu'on se déplace. N'est-ce pas? C'est dans ce sens-là. Donc, pour une organisation, mais pas une organisation comme l'a dit Google, pour une organisation spécifique, c'est-à-dire le déplacement pour pouvoir se retrouver. Oui. Il y a Access aussi. C'est fait pour gérer une base de données. Base gérer, oui, une base de données, oui. Très spécifique à une activité quelconque. Quelconque, oui, oui. Oui, oui. Quoi? Des astres, oui. Qui est fait pour quoi? Pour les images satellitaires et autres. Parce que n'oubliez pas que le logiciel que vous utilisez pour le traitement des données aussi, c'est comme des systèmes de gestion de bases de données. Parce que vous impliquez, vous instaurez plusieurs files, plusieurs informations, plusieurs images satellitaires pour avoir plusieurs informations autres pour interroger, disons, le logiciel afin d'avoir des réponses précises sur quoi que ce soit. Donc, c'est aussi considéré comme un système de gestion de base de données. C'est logiciel, oui. Le logiciel, on peut citer Office. Office, oui, oui, effectivement. Office, effectivement. Parce qu'il faut, c'est pas forcément. Vous, quelqu'un qui n'est pas au curat, qui n'a pas fait le curat, pourquoi bon, quelqu'un qui n'a pas fait le curat, qu'est-ce qu'il va faire avec le logiciel de traitement de données? Il n'a pas besoin de ça. Et je veux dire, par exemple, quelqu'un qui est peut-être en histoire, en histoire géographie, je peux dire peut-être j'utilise ça un peu ici. Là-bas, quelqu'un qui est en droit ou bien qui est en histoire lettre, il va faire quoi avec les logiciels de traitement. Pourtant, qu'on appelle ça, ce qui vient de dire l'Office, nous tous, nous l'utilisons. Nous avons besoin de ça. Pourtant, pour des trucs bien, pour des organisations bien spécifiques, comme on le dit, la définition l'a dit ici, il y a des logiciels bien spécifiques. Voilà pourquoi c'est au pluriel, il y a des logiciels bien spécifiques que les étudiants utilisent ici. Ça va? Okay. Et on ne m'a pas encore envoyé la liste. Oui. Oui. Non, vous êtes en train de noter. Oui, oui, écrivez, donnez-moi. Non, tenez, si vous avez besoin de ça, pour écrire. Donc, déclarez ça. Ah, merci beaucoup. Oui, celui qui est le nom. Quel est votre nom? Hachi, celui qui est derrière. Hachi. Akishi. Donnez-moi votre nom de famille. Akishi. Et puis celui qui était juste derrière lui. Oui. Et puis il y avait l'autre. Avec lui. Silo Baro. Zio Baro. Avec l'avant-dernier, non. Mais le dernier. Il voit Soumaoro, hein. Il voit Soumaoro. Je vois Soumaoro. Diobao. Ah, d'accord.
OK. Donc, nous allons continuer. Donc, ici, toujours dans la définition d'un système d'information, il faut qu'on comprenne par un système d'information qui est aussi appelé SI en abréviation. C'est un ensemble de tâches complexes regroupées en modules spécialisés qui composent l'applicatif informatique, qu'on va appeler ici le logiciel. Et ces tâches complexes sont généralement un assemblage de tâches plus simples. Ces tâches simples sont des briques de base de l'applicatif. Bref, avant d'aller en profondeur ici, au niveau de cette image, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une construction. Nous voyons une construction. D'abord, pour avoir cette construction, normalement, lorsqu'elle est finie, elle semble complexe, n'est-ce pas? Parce qu'on se demande comment est-ce qu'on a fait pour faire tous ces assemblages-là. Mais en réalité, lorsqu'on suit les différentes étapes, elle paraît beaucoup plus simple. Donc, ces différentes étapes, si c'est une construction avec, on appelle ça du géobéton, on sait déjà qu'est-ce qu'il faut. Il faut constituer les briques en géobéton. Au niveau de la fondation, il faut savoir ce qu'il faut mettre au niveau de la fondation avant de pouvoir passer aux différentes étapes. Vous voyez? Donc, mais à la fin, on observe une maison toute belle, mais la construction de cette maison, quand on la voit, on se dit, mais comment on a pu faire cette maison? Elle a l'air complexe. Mais quand on suit les différentes étapes, elle a l'air beaucoup plus simple. C'est dans le cas des bases de données. Avant qu'on arrive au final, qui est le logiciel, qui va nous permettre d'exploiter la base de données, il y a différentes étapes qu'il faut suivre. Et ces différentes étapes paraissent beaucoup plus simples lorsqu'on essaie de mieux les comprendre puis de les suivre. Sinon, à la fin, lorsqu'on finit dans un logiciel, par exemple, on te met plusieurs bases, on te met des informations constituant des bases de données, puis on te dit non, il faut extraire certaines informations. Tu n'as aucune notion, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous voyez? Donc, c'est très important. Vous pouvez, par exemple, dans une structure, travailler dans une structure, puis concevoir une base de données. Après avoir fini la conception de la base de données, vous pouvez partir. Quelqu'un d'autre peut venir pour pouvoir utiliser cette base de données que vous avez constituée pour la société pour faire d'autres choses. Par exemple, pour des programmations, bien, un informaticien au sein de la structure peut utiliser toutes ces informations que vous avez recueillies pour pouvoir travailler. Mais si vous avez très mal recueilli vos informations, ça peut causer un problème pour l'informaticien dans l'exploitation. Et même si vous-même vous êtes appelé un jour même à faire l'exploitation de ces données, ça peut poser un problème. Voilà pourquoi il est important vraiment de suivre les choses étape à étape. Pour construire une maison, tout d'un coup, on ne va pas, sans faire la fondation, on ne va pas commencer à monter les briques. Ce n'est pas possible, la maison va s'écrouler. Et puis aussi, pour faire la fondation, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir mettre dans cette fondation-là. Et aussi, on ne peut pas construire une maison sans pouvoir mettre, par exemple, du fer ou bien des choses qui vont pouvoir faire de sorte que la maison soit solide. Sinon, la maison va s'écrouler. Donc, c'est comme ça un peu les bases qu'on appelle ça, le système de gestion de bases de données ou bien la conception de bases de données. S'il y a une analogie à créer, nous dirons que ces tailles sont comme les briques qu'un maçon assemble pour ériger une maison. Ainsi, le logiciel, tout comme la maison, a besoin d'un plan de conception réalisé par un architecte. Tout comme la maison, avant de pouvoir constituer la maison, il faut un architecte pour pouvoir réaliser un peu le plan. Même si le plan est très simple, mais il faut au moins dessiner le plan pour qu'on ait une idée de la maison. Si c'est combien de chambres, salons, quelles seraient les grandeurs au niveau des salons, au niveau du salon, au niveau des chambres, au niveau des toilettes, ainsi de suite. Il faut avoir une idée un peu de la mise en place des différents éléments qui vont constituer la maison. Il en est de même aussi pour la conception des bases de données. Pour pouvoir, le logiciel que nous allons utiliser pour pouvoir exploiter cette base de données, il est important d'avoir une notion de quelles sont les différentes informations qui doivent rentrer dans ce logiciel-là. Ou bien quelles sont les différentes informations qui doivent rentrer dans la conception de notre base de données. Ça va? Le logiciel, c'est une attitude préalable construite sans méthodologie qui risque de surprendre son utilisateur. Ça, c'est très vrai. Parce que quand, au fur et à mesure du logiciel, on peut toujours... C'est pourquoi souvent, vous voyez les versions 1, version 2, version 3, c'est-à-dire il y a toujours des améliorations qu'on peut faire au niveau d'un logiciel. Quand on finit de concevoir le logiciel, il ne reste pas indéfiniment inchangeable pour dire que on ne change plus. Non. Au fur et à mesure, ça dépend. Soit d'autres choses, d'autres informations plus importantes encore arrivent, de sorte qu'on puisse soit alléger certaines tâches au niveau du logiciel pour l'utilisateur, ou bien soit on rend certaines tâches encore plus compréhensibles, ou bien plus simples pour l'utilisateur. Ici, pour mieux comprendre ce que c'est qu'un système d'information, ici, j'ai fait ce schéma-là. Qu'est-ce que vous voyez sur ce schéma? De façon générale, qu'est-ce que vous voyez sur ce schéma? Oui. On voit des vivriers. Vous voyez des vivriers. Ensuite? Et puis, on voit une femme. Une femme, avec oui. un homme au champ. Avec un homme au champ, un paysan. Et puis ensuite? Un panier. Un panier qui représente la clientèle. En fait, voici
comment se présente un système d'information. Ici, c'est un exemple d'organisation du marché vivrier en Côte d'Ivoire. Par exemple, on veut savoir comment organiser ce marché vivrier en Côte d'Ivoire. Et ici, pour pouvoir le faire, dans un premier temps, on a des produits vivriers qui sont collectés, qui sont ici au centre. Ensuite, d'où viennent ces produits vivriers? Qui fournit ces produits vivriers? Ce sont des paysans. Donc, c'est important de faire la traçabilité de ces produits-là. D'où ça quitte, sur quelle superficie, avec quel produit ça a été fait, sur une production de combien de tonnes. Ça, ce sont des informations détaillées que je donne, qui accompagnent chaque produit, qui sont des informations fournies aux différents produits qui se trouvent dans ce qu'on appelle ça, dans cet ensemble de produits vivriers. Ensuite, c'est suivi par une coopérative. Coopérative, ce sont des gestionnaires qui sont au sein de ces coopératives-là, qui ont pour habilité de savoir d'où la provenance des produits, si vraiment ça a suivi le chemin qu'il faut, ou bien si ça a suivi les règles qu'il faut, parce que peut-être il y a des règles qu'ils instaurent pour la collection des produits. Si tu dois utiliser des produits bio, pas des produits chimiques, donc il faut pouvoir être sûr que qu'on appelle ça, la provenance de ces produits, vraiment, c'est sur des terrains bio et non pas des terrains chimiques. Et la suivi aussi pour savoir les stocks. S'il y a des stocks qui sont en moins, s'il y a des stocks qui sont en plus, s'il y a des stocks qu'il faut ralentir, s'il y a des stocks qu'il faut appeler, tout ça. C'est aussi une gestion. Et le client, nous avons aussi le panier du client. Le client, il a pour son rôle, c'est d'aller payer ses produits pour sa consommation personnelle. Et donc, ce client aussi, il est important qu'il ait des informations sur les produits qui se trouvent à sa disposition. Par exemple, si on est dans les périodes d'abondance, dans ces périodes d'abondance, quels sont les produits vivriers qui sont abondamment sur le marché, qui ne coûtent pas cher? Ça lui permet de voir son porte-monnaie et autres. S'ils sont dans les périodes de désert, c'est ce que je dois dire, il y a des produits vivriers qui manquent, qu'on ne voit pas du tout sur le marché, qui sont difficiles à avoir. Donc, quand c'est comme cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle autre adaptation il peut avoir? Donc, vous voyez toutes ces informations qui sont là. C'est vraiment à chaque bout, il y a des informations qui sont importantes. Que ce soit chez le paysan, que ce soit au niveau de la coopérative, que ce soit au niveau des commerçants, que ce soit au niveau même des produits vivriers, il y a des informations qui sont vraiment très importantes. Et c'est tout cet ensemble-là qui constitue un système d'information. Vous voyez? Donc, on a une préoccupation en tête. On dit, ah tiens, on veut savoir comment faire la gestion des produits vivriers au marché, par exemple, de cocodis. Ça, c'est déjà ton problème que tu poses. Je veux savoir comment faire cette gestion-là, ou bien comment gérer les produits vivriers qui entrent dans le petit marché de cocodis. Pour pouvoir savoir comment gérer, il faut mettre des choses en place. Dans un premier temps, il faut savoir la provenance des produits. D'où viennent, quel genre de produits d'abord tu veux savoir, tu veux faire la gestion, d'où viennent ces produits, et puis comment se fait le suivi de ces produits, et puis comment se fait la sortie de ces produits. C'est-à-dire la sortie, c'est-à-dire les achats. Est-ce que ce sont des produits qui sortent régulièrement, qui sortent difficilement, qui sortent rapidement? Et puis, quels sont les coûts qui accompagnent? Est-ce que les prix qui sont fixés sont des prix élevés, des prix moins élevés? Ce sont des prix élevés que ces produits ne sortent pas. Et pourquoi? Ça dit, ce sont des informations qui accompagnent toute l'information qui est nécessaire. De sorte que quelqu'un qui ne fait pas partie du marché de cocodis et qui veut avoir soit des informations, par exemple, sur la gestion du marché de cocodis, à cause de la base de données que tu as constituée et de toutes les informations que tu as mises là, dès qu'il rentre dans ce système de base de données, il peut savoir un peu comment est géré les produits, soit des produits vivriers ou bien d'autres produits, d'autres marchandises sur le petit marché de cocodis. Ça, c'est un exemple. Par exemple, si le maître de cocodis veut mettre un truc comme ça en place. Donc, un particulier déjà qui veut avoir des informations peut savoir, ah tiens, sur le marché de cocodis, quels sont les produits actuellement qui sont en abondance? Quels sont les produits sans que j'aille au marché? Quels sont les produits qui sont à ma portée, que je peux avoir facilement et à des moindres coûts? Là, pourquoi est-ce que je dis que les bases de données, on les utilise vraiment partout? Même sur notre téléphone portable, nous utilisons sans nous en rendre compte. Nous avons des contacts. Il y a des contacts où nous lions des dates d'anniversaire. Il y a des contacts où nous donnons plus d'informations. En tout cas, on utilise des bases de données, mais sans s'en rendre compte. C'est bon? Selon le système d'information précédent que je vous ai montré tout à l'heure, on a la vente des produits vivriers qui sont par une coopérative. On a des produits achetés par des producteurs et aussi qui sont revendus aussi par des clients. Et puis, on a aussi la coopérative qui fait aussi le suivi pour une meilleure organisation du marché. Et dans ce chemin, ou bien sur ce chemin, il y a différentes activités qui sont en place. Et ces différentes activités
elle se résume tout simplement à partir de ces trois traits-là. Nous avons le suivi, nous avons les achats, puis nous avons les ventes. Ce sont les activités qui régissent le système. Parce que quand tu te dis comment gérer ou bien comment faire la mise en place du marché vivrier, du marché de crocodile, il y a des activités qui vont régir cette mise en place. Et ça fait des exemple d'activités. Et ici, comme je le disais, ces activités, l'achat de l'eau à un producteur, la vente de produits à un client, le suivi de l'évolution des différents stocks, savoir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui n'est pas là. Et les différentes données qui sont utilisées dans ce système, ce sont des identifications des produits avec des prix de vente, des achats, de la quantité, des coordonnées des producteurs, des acheteurs. Ce sont des informations complémentaires qui viennent compléter, qui viennent renseigner les différents produits. Comme je le disais, les quantités, la provenance, d'où ça vient, sur quelle superficie, dans quelle ville, quelle distance ce produit a parcouru pour pouvoir arriver, le prix, la qualité, la quantité. Ce sont des informations qui accompagnent les produits. Actuellement, peut-être c'est encore flou dans l'esprit, mais au fur et à mesure que nous allons avancer, ça sera un peu plus digeste. Donc, ne vous inquiétez pas, quoi. Et ce système opérationnel adapté au fonctionnement de l'organisation supporté par ces activités qui est bâti autour des données manipulées. Et ce sont ces données manipulées, tout ça qui constitue le système d'information adapté à l'organisation du marché de produits vivriers. C'est-à-dire toutes ces informations que nous venons de citer, que je viens d'énumérer, ce sont des données qu'il faut pouvoir manipuler. Pour pouvoir les manipuler, c'est des données qui doivent être maniables. Et donc, c'est tout ça qui va permettre de donner des informations, des renseignements sur l'organisation du marché de vivrier, par exemple dans la commune de Cocody. Donc, en un mot ici, un système d'information, c'est un ensemble organisé de ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles, et de procédures qui permettent l'exécution des processus internes à une organisation via les manipulations de ces données intersexes. Ça, c'est une définition que vous ne pouvez pas retenir, mais à travers mes explications, j'espère que vous avez pu retenir un peu ce que c'est que un système d'information. C'est bon? Ou bien vous voulez qu'on résume encore? C'est bon? Avec l'exemple que j'ai donné du marché bureau, par l'explication. Et ce système d'information, il a pour but d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation du marché bureau. Voilà pourquoi on le fait. Par exemple, ici, on peut chercher quelle problématique on peut poser ici. Vous concernant les étudiants du pirate. Quelle problématique? Un exemple. Quelle problématique? Est-ce que vous voulez savoir? Oui. La problématique qu'on pose, on fait souvent des cours qui nous demandent à utiliser les logiciels. Donc, comment on pourrait faire Tu dis la problématique, par exemple, on vous demande d'utiliser des logiciels qui sont souvent très lourds. Donc, vous n'arrivez pas à les installer sur vos ordinateurs. C'est ça? On vous les installe, mais vous n'arrivez pas à les exploiter à cause de quoi? La lourdeur. Voilà. Et donc, savoir si, par exemple, s'il y a une base de données qui puisse donner des informations sur ces différents logiciels, à savoir quelles sont les caractéristiques, effectivement, de ces différents logiciels et autres. Et puis, en fonction de vos ordinateurs aussi, quels sont les ordinateurs qui sont appropriés, et puis aussi la vitesse aussi, parce que c'est important. Ça fait un logiciel parce que pour l'installer sur l'ordinateur, tu peux installer un logiciel sur l'ordinateur, tu ne peux pas l'exploiter parce que soit l'ordinateur, ce n'est pas sa capacité. Or, s'il y a des renseignements, une base de données sur ces différents logiciels qui renseigne tous les logiciels qui sont là. Du coup, avant de les installer, vous partez regarder si ça ne respecte pas les critères de votre ordinateur. Du coup, vous ne le faites pas. Ça, voici, par exemple, une situation qui vient de poser. Vous voyez un peu? Donc, c'est dans ce sens que je dis que ça y est partout. Du coup, pour pouvoir avoir toutes ces informations, il va falloir faire des recherches. Quels sont ces différents logiciels et quelles sont les différentes capacités de ces logiciels? Quelles sont les règles que ces logiciels suivent pour pouvoir être installés? Et puis, il y a peut-être d'autres informations aussi qui vont rentrer en ligne de compte. Quelle capacité d'ordinateur faut-il? Vous voyez? C'est bon? On va passer.
En voici les caractéristiques d'un système. Un système, c'est un élément fini dont le périmètre est une frontière qui le sépare de son environnement. Il interagit avec son environnement grâce à des flux d'informations entrants qu'il va traiter et restituer à l'environnement sous forme de flux d'informations sortants. Il génère des informations qui rendent compte de son comportement à la fois au sein de l'environnement, mais aussi pour son propre compte. C'est un système communique. Il a besoin pour prendre des décisions de stocker, de traiter des informations. Ça, voici quelques résumés un peu les différentes caractéristiques d'un système. C'est-à-dire, lorsqu'on a un système, lorsqu'on a un système, ce système, l'utilisateur qui utilise le système donne des informations à l'utilisateur. Tout comme aussi l'utilisation aussi entre des informations dans le système pour pouvoir les exploiter. Et les informations ne se font pas dans un seul sens. Puis les informations se font dans les deux sens. Vous allez voir que quand nous allons commencer à travailler tout à l'heure dans l'exercice, les informations se font dans les deux sens. Dans un sens positif, comme dans l'autre sens, dans le sens passif, comme dans le sens actif. C'est pour ça que j'appelle les deux sens. Donc les informations sont dans les deux sens. Et les informations sont données de sorte que l'utilisateur reçoit les informations du système, mais ces informations peuvent être aussi données à d'autres personnes qui ne sont pas des utilisateurs, mais qui ont besoin peut-être de certaines informations. Il peut aussi avoir accès à ces informations. Et donc, ce n'est pas des systèmes vraiment fermés, verrouillés. Ils peuvent être verrouillés peut-être à un certain nombre de personnes. Par exemple, c'est au sein d'une entreprise, soit on peut dire uniquement le responsable des ressources humaines ou bien le directeur a droit à avoir toutes les informations, mais pas ça pour les travailleurs, peut-être juste avoir accès à leur compte. Mais ils n'ont pas le droit d'avoir l'accès au compte des autres, de son collègue, à condition qu'il ait le mot de passe de son collègue. Vous voyez? Par contre, le directeur, lui, a la possibilité d'avoir l'information sur tous les travailleurs de sa structure, parce que lui, il a cette possibilité-là. Mais au niveau des travailleurs, on met des limites. Donc, dans la conception des bases de données, il y a des limites qui se placent aussi, en fonction de celui qui conçoit sa base de données. C'est bon? Bon, ici, c'est un peu, il faut dire que ce cercle représente un peu l'environnement. Ici, c'est l'environnement d'une entreprise, dans le cas d'une entreprise. Et au sein de cette entreprise, nous avons là un système d'information qui se trouve au sein de l'entreprise. Et nous avons les systèmes de pilotage, nous avons les systèmes opérants. Et vous voyez que les informations se font au niveau du système d'information au système de pilotage, comme du système de pilotage au système d'information. Et les informations aussi vont du système d'information au système opérant, comme du système opérant au système d'information. Et il y a des flux entrants. Des flux entrants, ce sont des informations qu'on peut envoyer pour faire des mises en, des updates de certaines informations. Par exemple, s'il y a un nouveau recrue, il faut donner les différentes informations de ce nouveau recrue. D'où il vient, sa base, qu'on appelle son background, son CV. S'il y a d'autres informations utiles pour la société, ils vont prendre. Tout comme aussi des flux de données sortants. Des flux de données sortants, par exemple, si c'est pour avoir quel flux de données sortant, je peux donner comme un exemple plus simple dans le cadre d'une société. Par exemple, si c'est pour des paiements. Par exemple, si c'est pour des paiements salariales et autres, les flux de données sortants, il faut savoir d'abord quels sont dans le mois les travailleurs qui ont été à leur poste et qui doivent être payés. Si par exemple, on suppose que dans le mois, il y a d'autres qui ont été malades, d'autres qui ont été en congé et autres, et celui qui est en congé n'a pas droit à un salaire, et que celui qui a été malade, par exemple, il y a ces jours de maladie qui sont réduits, enlevés de son salaire. Il faudrait que ces informations qui sont dans le système puissent nous permettre de savoir quels sont ceux qui vont avoir la totalité de leur salaire et quels sont ceux qui vont avoir peut-être une partie de leur salaire puisqu'ils n'ont pas travaillé en plein temps. Vous voyez? Et donc, ce sont ces données sortantes qui vont permettre de pouvoir faire le paiement des salariés. C'est bon? Ici, l'explication de la représentation schématique du système dans le cadre de l'entreprise tout à l'heure que j'ai eu à donner. Ça, c'est de façon générale un des exemples simples que j'ai eu à donner de façon générale pour que vous puissiez comprendre. Mais de façon le système de pilotage, il définit les missions et les objectifs. Comme son nom le dit, il pilote. Il organise l'emploi des moyens, contrôle l'exécution des travaux, il assigne les objectifs à l'organisation. En quelque sorte, il pilote tout ce qui est attrait à la société. Le système d'information, c'est l'ensemble des ressources humaines, techniques, financières qui fournissent et utilisent. Il va compiler, traiter et distribuer l'information de l'organisation. Il va alimenter l'organisation en informations d'origine diverses et aussi c'est la passerelle obligatoire pour toutes les informations de l'entreprise.
Et le système opérant, c'est l'ensemble des moyens humains, matériels, organisationnels qui va exécuter les ordres du système de pilotage. Il va assurer le fonctionnement du système global. Son activité est contrôlée par le système de pilotage. Donc, au sein d'une entreprise, comme on le disait, il y a une communication entre ces trois grandes structures-là, que ce soit le système de pilotage, le système d'information, le système opérant. Il y a un ensemble d'informations dans tous les sens, vice-versa. Pas dans un seul sens, mais des informations vice-versa qui vont du système d'information au pilotage, du système d'information au opérant. Oui. Oui. Vous n'avez pas ça? Toi, tu as lequel? Ah, il a le PDF. Parce qu'il y a les leçons. Il y a les leçons et puis il y a le PowerPoint. Attends, c'est le PowerPoint que je fais le partage. C'est le PowerPoint que je fais le partage. Bon, je ne sais pas comment vous avez. Tout est dans le même fichier. Tout est dans le même fichier. Tout est dans le même fichier. Soit il y a les leçons, mais les leçons sont beaucoup plus explicatives. Et de là, j'extrais certaines informations pour pouvoir constituer des PDF. C'est bon? Non, après, il faut voir. Voilà. Dans le cas de la séparation des données et des traitements, les données ou informations peuvent être des interviews, l'étude des documents internes, tout comme des documents externes. Les types d'informations, ce sont les informations élémentaires et mémorisables. Elles ne peuvent pas être inventées. Ça, c'est très clair. Dans vos bases de données, vous ne pouvez pas inventer des choses. Il faut que les choses soient cohérentes. Parce que si vous les inventez, à la longue, vous aurez des problèmes. Vous ne pouvez pas inventer, vous ne pouvez pas imaginer. On renseigne ce qui existe. Ce qui n'existe pas, comment tu peux donner les renseignements? Ou bien ce que tu n'as pas du tout les informations là-dessus, comment tu peux donner les renseignements? Donc, vous ne pouvez pas imaginer, vous avez votre base de données, puis imaginer quelque chose, ou bien donner des trucs arbitraires, non. Normalement, vous êtes censé aller collecter des données pour pouvoir renseigner chaque élément dans votre base de données. Vous comprenez? Pour ne pas qu'à la longue, ça vous pose des problèmes, ou bien ça force vos informations que vous recherchez. On a des informations qui sont calculées, ils sont déduites des informations élémentaires. Bon, c'est normal, on peut calculer des informations là-dedans. Il y a des traitements aussi qui se font, qui peuvent consister à collecter des informations via un processus d'interview, comme on le disait, ou d'études des documents, et peuvent être de deux sortes, de façon automatique et de façon manuelle. Donc, on peut aller prendre, essayer de renseigner, collecter des données à travers des interviews de façon automatique, de façon manuelle, de façon, on appelle ça interrogative. C'est-à-dire, quand tu vas poser la question, par exemple, si c'est pour renseigner sur une population ou bien sur une personne vient donner une information précise, tu vas poser la question à la personne. En fonction de sa réponse, tu vas noter ces différentes réponses. Ça dit, telle personne a dit, voici telle information qui le concerne. Donc là, tu n'as rien inventé. Donc, s'il y a un problème, ça ne te concerne pas. C'est les informations que tu as reçues que tu as renseignées. Sondage, oui, on peut faire un sondage. Une approche par niveau. Pour la conception d'un système d'information, il est important de considérer 4 niveaux d'études. On commence à rentrer dans la partie intéressante même du coup. Pour concevoir un système d'information, nous avons 4 chemins. Il y a le niveau conceptuel, il y a le niveau organisationnel, il y a le niveau logique et puis il y a le niveau physique. Ici, il y a différents niveaux que nous allons voir. Mais il y a un dernier niveau qui est vu dans la phase pratique, puisqu'elle vous dit qu'il y a 2 grands volets, volet théorie, volet pratique. Oui, volet théorie, volet pratique. Donc, il y a un dernier volet qui est vu dans la phase pratique. Mais à la fin, vous allez voir de quel volet il s'agit. Donc, maintenant que nous venons de savoir ce que c'est qu'un système d'information, nous allons chercher à comprendre qu'est-ce qu'une donnée. La donnée, c'est... bon, je dis que ce sera plus détaillé dans la leçon suivante, mais je vais donner un bref aperçu. C'est un fait qui est brut. C'est impossible à interpréter tel que, exemple, le nombre 0. C'est une information dont la donnée peut être un fait brut. Il est impossible à interpréter. Comme le nombre 0. Quand tu as le nombre 0, est-ce que tu peux l'interpréter? C'est difficile d'interpréter le nombre 0. 0, qu'est-ce que ça veut dire?
Information, une donnée prend du sens dans un contexte d'interprétation, exemple, un stock nul de tomates. Donc, le 0 que tu vas noter là, il faudrait qu'une information suive le 0. Soit quand tu mets 0, pour quelqu'un qui ne connaît pas ton système, se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par 0? Mais le 0, ça peut être un O. Mais quand tu mets une information qui suit le 0, ça va dire, ah, d'accord, un stock de tomates nul. Donc, quand c'est stock de tomates nul, c'est 0, c'est un chiffre 0. Ce sont toutes ces informations semblant élémentaires, mais elles sont très utiles pour la compréhension de la base de données. Parce que sachez que quand vous finissez construire une base de données, vous n'êtes pas censé être celui qui va faire la mise en l'utilisation. Vous pouvez ne pas être l'utilisateur. Vous allez concevoir, déposer, vous partez. Il faut renseigner toutes les informations qu'il faut dans un dictionnaire pour que celui qui va venir exploiter la base de données, ça soit facile pour lui. Voilà pourquoi il ne faut jamais sous-estimer les choses. La connaissance, une information analysée dans un contexte d'action, par exemple, un stock nul à reconstituer par l'achat de l'eau de tomates. Donc, ça dit, quand tu as l'information, en fonction de l'information, qu'est-ce que je dois faire de cette information? Donc, s'il y a des stocks de tomates nuls, qu'est-ce qu'il faut? Ça dit, il faut ravitailler. Et donc, si c'est pour ravitailler, comment je dois faire le ravitaillement? Est-ce que j'ai des commerçants qui sont quelque part, des paysans qui sont quelque part qui font le ravitaillement? Si ça doit venir d'Odiné, de quelle partie de la ville d'Odiné ça doit venir, de quelle plantation, de quelle superficie? Toutes ces informations, il faut pouvoir les avoir. Et c'est tout ça qui fait la dimension humaine capitale dans un système d'information. Et c'est tout ça qui nous pousse à aller vers aussi la gestion d'une base de données. Quand tu as toutes ces informations qui constituent ta base de données, que ta base de données est constituée, il faut savoir que la base de données peut être constituée de plusieurs éléments empilés. On peut dire, je peux les appeler comme des fichiers. Je peux dire comme des fichiers. Ta base de données peut être constituée de plusieurs fichiers. Peu importe quelles sont ces informations qui constituent ces fichiers-là. Mais c'est un exemple que je donne, peut être constitué de plusieurs fichiers. Et donc, ton système d'information va te permettre de pouvoir gérer tous ces différents fichiers. Vous me comprenez? Ta base de données peut être un ensemble de fichiers, plusieurs fichiers. Mais je vais avoir des informations au sein de ces fichiers. Comment le faire? C'est ton système de gestion de base de données qui va te permettre d'avoir des informations qui sont dans les fichiers. Ça te permet de faire des croisements au niveau de certains fichiers pour faire ressortir certaines informations. Ça te permet de faire des couplages, ça te permet de faire des complémentarités pour pouvoir avoir certaines informations que tu recherches en fonction de tes problèmes que tu te poses. C'est bon? Oui. Oui. Avant que vous venez dire, si je comprends bien, on a la base de données à part, on a le système de gestion de base de données à part. Oui, on a la base de données à part. Le système de gestion de base de données, je peux dire que le système en tant que tel, il est comme le logiciel. Il est comme le logiciel. La base de données, on constitue la base de données. Quand tu fais de constituer ta base de données, maintenant il faut exploiter cette base de données. Et son exploitation, tu fais appel à un système de gestion de la base. Comme l'ordinateur du système d'exploitation. Voilà, c'est un ordinateur qui fait un système d'exploitation. Dans l'ordinateur, on a toutes les informations, mais il y a un système d'exploitation qui nous permet d'avoir accès à certaines choses. Comment c'est à partir de ce système de gestion qu'on peut actualiser à chaque fois? Puis, c'est à partir de ce système-là. À partir de ce système de gestion qu'on peut actualiser à chaque fois des informations sur certains éléments au niveau de ta base de données. Ça aussi, tu conçois peut-être une base de données pour peut-être un point spécifique. Est-ce qu'il doit obligatoirement concevoir un système de gestion? Non, ça dépend. Ça dépend. Tu peux concevoir une base de données pour concevoir un système de gestion. Si tu es un programmeur, si tu sais faire une programmation, c'est possible, tu peux le faire. Mais si tu n'as pas cette habilité, cette capacité, et que tu conçois ta base de données, tu vas les collecter les données, tu vas les classer, tu vas les renseigner proprement comme tu dois. Et donc, dans ce cas, tu auras besoin, par exemple, de quelqu'un, d'un concessionnaire, quelqu'un qui sait pouvoir concevoir ce système-là. Tu auras besoin de lui pour pouvoir renseigner toutes ces informations dans le système d'information. Et ça va à partir de là, ça va te permettre de pouvoir l'exploiter. Est-ce qu'il existe des systèmes, des RGPD déjà par défaut? Par défaut, c'est-à-dire déjà conçu. Déjà conçu. Pour intégrer une base de données comme les systèmes de stockage. Si, il existe. Il existe des systèmes déjà qui existent par défaut, mais il y a des systèmes aussi qui sont coûteux. Par exemple, on appelle ça les oracles et autres, là, c'est des systèmes vraiment coûteux. Et puis, ça peut être grands ou petits. Voilà. Exactement, on utilise des systèmes coûteux et autres. Soit il y a des systèmes, tout à l'heure, il y a un qui a parlé d'Access. Souvent, quelqu'un qui cherche à soutenir un peu, qui ne veut pas
faire de façon approfondie quelque chose, tu peux utiliser Access pour pouvoir extraire certaines informations. Mais quand tu veux aller te spécifier dans ça, il est important d'avoir notion à d'autres bases, à d'autres systèmes de choses. Sinon, il y a plusieurs systèmes. Ça dépend de ce que tu veux, ce que tu recherches. Soit tu as envie de dire, ah, moi, j'ai envie d'être un conceptionnel. J'ai envie d'être programmeur. Et donc, tu vas t'approfondir dans la chose. Et vraiment, c'est un truc qui nourrit son homme, sincèrement. Il nourrit vraiment son homme. C'est vrai, il demande beaucoup de travail, mais il nourrit vraiment son homme. Il nourrit vraiment son homme. Et des années précédentes, les étudiants ont vraiment travaillé. Ils ont eu de bons... Dans vos essais, vous allez voir que je vais vous demander vous-même de produire votre propre système d'information. Ça, c'est un exemple qui est donné dans le cours. Je vous demande vous-même de donner votre propre système d'information. Et il y a des étudiants qui ont réussi. Ils ont construit des systèmes d'information qui étaient intéressants, vraiment exploitables. D'autres, à partir de là, se sont appuyés sur ça pour faire leur business. D'autres ont pu créer une activité personnelle pour eux-mêmes. D'autres aussi, bon, ils ont voulu l'aide, par exemple, du gouvernement ou bien des ministères pour les aider, mais ça n'a pas abouti. Mais à la grande surprise, ce qu'ils avaient conçu et autres est appliqué aujourd'hui dans certaines structures de la place. Parce qu'ils ont envoyé le potentiel. Et donc, toutes les informations sont là. Donc, et à recueillir, puisque là-bas, ils ont des gens à leur disposition et autres qui travaillent. Et à recueillir, c'est un informaticien, que toutes les informations sont là. Il n'a qu'à lire et autres. Et puis, il peut mettre la mise en place de la chose. N'oubliez pas, un informaticien n'est pas forcément quelqu'un qui peut savoir constituer une base de données. C'est différent. Un informaticien n'est pas forcément quelqu'un qui peut savoir constituer une base de données. Parce que constituer la base de données, c'est une chose à part. Maintenant, l'exploiter, c'est une chose. L'informaticien, tu peux constituer ta base de données, lui donner, il va l'exploiter sans problème. Il suffit de donner tous les renseignements de ta base de données, il saura comment les renseigner. Mais l'informaticien peut ne pas pouvoir constituer ta base de données. C'est bon? Donc, une fois qu'on te demande, bon, le projet que tu viens de présenter, donne-nous plus de renseignements, plus d'informations. Tu vas donner tous les détails parce que tu te dis que non, peut-être ils vont te prendre pour pouvoir faire ce projet. Et quand tu donnes tous les renseignements, tout, du coup, ça devient un outil facile pour eux. Il suffit maintenant de chercher des personnes pour pouvoir collecter les données. Ou bien s'ils ont ces données à leur disposition, ils renseignent toute ta base de données et puis ça leur fait, qu'on appelle ça, un bagage en plus qu'ils vont pas pour pouvoir exploiter sur un informaticien dans la structure qui peut exploiter, il va exploiter les données. À ta grande surprise, ce que tu as voulu aller dans, ce pourquoi tu es allé dans la structure pour qu'on puisse te prendre et tu as donné ton savoir, à ta grande surprise, ils sont en train d'exploiter cela. Alors qu'avant que tu ne partes, peut-être ils avaient ce problème et ils ne savaient pas comment le faire. Ils ne savaient pas comment le faire. Il fallait quelqu'un pour pouvoir leur donner les idées. Et toi, tu es parti, quand tu as mis les idées en place, il peut te dire, bon, on te prend pour 6 mois, il faut nous constituer la base de données. Tu vas prendre ton temps, collecter, tout, constituer la base de données propre. Quand tu finis, on te dit, bon, d'accord, merci beaucoup. Et on va te donner, on va utiliser les données. Et on va utiliser les données, et puis au fur et à mesure, tu fais ce qui... C'est quel type de logiciel, à part Excel et puis Access, qu'on peut gérer aux bases de données? Il y a Oracle, il y a Python, il y a donné des exemples dans le cours là même. Il y en a quand même beaucoup. Et puis, il faut dire, ce sont des choses qui évoluent au fur et à mesure. Ce sont des choses qui évoluent au fur et à mesure. Il y a Oracle, bon, quand je parle des sociétés, il y a Oracle, il y a Python, il y a... En tout cas, il y a d'autres logiciels, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Et ce qui est important, c'est que ça dépend de la société. Soit dans la société, ils ont des logiciels à eux qu'ils utilisent personnellement. Ils veulent l'utiliser pour leur base de données. Dans ce cas, en fonction du logiciel qu'ils ont à leur société, en fonction de ça, ils vont pouvoir avoir les données pour pouvoir les exploiter. Donc, tu peux aller dans une structure, tu peux forcément aller avec ton logiciel. Tout comme aussi, si tu es un bon programmeur, un bon informaticien, un bon programmeur, tu peux créer un logiciel, tu peux mettre en place un logiciel pour exploiter, par exemple, une information précise. Je te donne en ce temps le conceptionnel de ce logiciel. Définition de façon intuitive de la base de données, c'est un ensemble d'informations, comme j'ai dit, des fichiers qui sont partagés par plusieurs utilisateurs. Et ces informations sont interrogées et mises à jour par l'intermédiaire d'un logiciel. Tout à l'heure, par rapport à ta question que tu avais posée. La définition d'une base de données, c'est un ensemble qui est structuré de données, ça c'est très important.
enregistrer sur des supports accessibles par l'ordinateur pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs. C'est-à-dire pas seulement sur l'utilisateur, plusieurs personnes peuvent l'utiliser de manière sélective et en un temps opportun. En un temps opportun, c'est-à-dire en un temps vraiment requis, en un temps précis, en un temps pas perdre le temps. En un mot, pas perdre le temps. En un moment petit, en un moment conséquent, je veux une telle information, j'ai l'information qu'il faut. C'est de façon sélective, pas de façon quantitative, de façon sélective. Et ce qui est important à retenir, il faut dire que la base de données, c'est l'ensemble d'informations, elle est exhaustive, c'est vrai, non redondante, elle est structurée, persistante concernant un sujet. C'est-à-dire, quand tu prends un sujet, tu vas lui donner toutes les informations qu'il lui faut. Donc, elle devient exhaustive. Non redondante, c'est-à-dire pas de répétition. Structurée, c'est-à-dire de façon ordonnée et persistante, des informations capitales, des informations importantes dont on a besoin. Pas des informations à l'imagination ou bien à invention, même pas des informations qui ne sont pas utiles, capitales, qui peuvent vraiment renseigner la base de données. Et une condition nécessaire dans le cadre d'une base de données, c'est que pour un ensemble de données non indépendantes, d'être interrogeable par le contenu, c'est-à-dire pouvoir retrouver toutes les données qui satisfont un critère quelconque. C'est-à-dire quand tu construis ta base de données, il faut pouvoir, quand tu interroges cette base de données, pouvoir retrouver toutes les informations qui vont satisfaire qu'on appelle ça, tes données en fonction d'un critère quelconque que tu vas poser. Quand je prends par exemple, quel exemple je peux prendre dans le traitement d'image? Demander à le système d'exploitation le poids de l'image, par exemple, il y a des cas concernant le poids, on peut avoir plus d'informations là-dedans, quand est-ce que le poids, la taille, oui, oui. Il y a ce qui vient de dire. Comme aussi, il y a, on appelle ça, QGIS, par exemple. Si tu utilises QGIS, c'est pas comme un logiciel de base de données. Parce qu'il y a plusieurs informations, plusieurs fichiers pour faire rentrer dans le QGIS pour pouvoir extraire les informations. Quand tu vas extraire les informations, par exemple, si tu veux dans une commune, par exemple, par exemple, tu as des fichiers de cours d'eau, tu as des fichiers de flaques d'eau, de cours d'eau, de flaques d'eau, tu as des fichiers des zones en malsaines, malpropres, qui ne sont pas aussi propres. Et puis, par exemple, tu as des informations sur les moustiques et autres. Ça. Tu vas chercher peut-être, interroger le logiciel pour qu'il te donne des informations effectivement où on trouve un taux élevé de moustiques. Quand tu vas poser cette question au logiciel où on trouve un taux élevé de moustiques, seulement qu'il va te sélectionner des zones. C'est-à-dire peut-être où il y a les flaques d'eau, les zones non malpropres. Et puis peut-être autour des cours d'eau, ça va dépendre. Mais s'il y a des habitations autour de ces cours d'eau pour pouvoir savoir s'il y a un taux élevé de moustiques. Mais s'il y a des zones non assainies, vraiment propres, bien structurées et autres, le taux de moustiques là ne sera pas comparable aux zones qui sont malpropres. Donc, tu as pu avoir ces informations grâce à quoi? Grâce aux informations que tu as pu renseigner de façon cohérente et aussi de façon structurée dans ta base de données. Et c'est ça qui va te donner les informations. Vous voyez, c'est-à-dire le produit que tu vas avoir, ça dépend de ce que tu as donné. Le rôle essentiel d'une base de données permet l'organisation et la destruction de données, stockage ensuite 10 pour les petites données, garantie de pérennité des données en cas de panne technique sur des serveurs centralisés, partage des données de manière simultanée autorisée, ça c'est possible. Au sein d'une structure, la base de données peut être là, la même époque, tout le monde peut utiliser la base. Les données qui sont dans la base de données, ça dépend à chaque niveau, ce que chacun fait, mais simultanément, on peut utiliser les données pour travailler. Garantir la confidentialité, l'intégrité, la cohérence, c'est important. La performance aussi. Assure l'indépendance entre les données et les traitements, évite aussi la redondance des données, comme je l'avais dit tout à l'heure. Bon, ça, c'est un petit exemple de modèle de base de données dans modèle de données dans le cadre d'une base de données. Vous voyez, comme je le disais ici, il y a ce schéma-là. Vous voyez, tout ça se trouve, on peut dire que tout ça, c'est la base de données qui est là. Et dans cette base de données, vous voyez toutes les informations qui sont dans cette. Vous voyez les différents fichiers qui constituent cette base de données. Il y a plusieurs couches.
Il y a couche des habitats, couche d'élévation, couche de végétation, couche d'hydrophie, couche de route, couche de topographie, bien d'autres, toutes les informations. Elles ont toutes ces données-là qui vont constituer, rançon dans ici, qui constituent la base de données. Et quand il va falloir interroger cette base de données, si tu veux savoir, par exemple, quels sont les habitats qui sont autour des lieux d'élevage, ça, c'est une question que tu te poses. Ça, c'est une requête que tu poses à la base de données. Elle va te donner, parce que tu as des informations sur les habitats, tu as des informations sur l'élevage. Donc, il pourra te donner l'information. Si tu veux savoir, par exemple, au niveau de l'hydrographie, par exemple, quelles sont les végétations qui sont traversées, par exemple, par des cours d'eau, ou bien qui sont bordées des cours d'eau. Quand tu vas être obligé de ta base de données, tu pourras avoir ces informations-là. Vous voyez? Donc, c'est un peu tout ce que vous faites. Sachez que vous êtes en train de manipuler des données, des bases de données sans même vous en rendre compte. C'est bon? Maintenant, nous allons voir ce que c'est que le système de gestion de base de données. Après, ça va définir ce que c'est que la base de données. On va venir maintenant au niveau du système. Le système, c'est le logiciel, comme on le disait, qui va permettre d'interagir avec la base de données. Et c'est ce qui est appelé le système de gestion de base de données. C'est-à-dire, c'est le logiciel qui va nous permettre de faire l'interaction. Quand tu vas collectionner, par exemple, ici, selon vous, dans quel logiciel on peut pouvoir exploiter cette base de données? Vos propres connaissances. Voici ma base de données, qui est la colonne qui est là. Dans quel logiciel on peut l'exploiter? Dans quel logiciel? Dans ce QGIS. Ce QGIS. QGIS, mais AGIS, on peut exploiter ces données-là. Donc, c'est ça, c'est ce logiciel qui va nous permettre d'extraire toutes les informations dont nous avons besoin. Mais avant de pouvoir extraire les informations, on a constitué une autre base de données. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, donc c'est ça. En quelque sorte, vous voyez la chose de cette manière. Voilà, et donc c'est ce logiciel qui va permettre d'interagir avec la base de données pour avoir toutes les informations. Et donc, ces informations que nous allons avoir, plusieurs utilisateurs pourront maintenant l'utiliser. Vous voyez l'utilisateur 1, l'utilisateur 2, qui utilisent le logiciel pour interagir, toujours en s'appuyant sur les différentes données qui sont dans la base de données. Donc, en faisant du logiciel, le logiciel s'en va chercher toutes les informations qui sont dans ta base de données. Et l'utilisateur 1, peut-être, il peut vouloir chercher à savoir quels sont les différents lieux d'élevage qui sont autour des habitations. L'utilisateur 2 peut chercher à savoir quels sont les différents cours d'eau qui traversent la végétation. Mais toujours est-il que personne ne dérange son ami. Et tous s'utilisent parce qu'ils ont la base de données là. Et chacun a sur son ordinateur le système. C'est-à-dire le logiciel qui permet d'aller dans la base de données et pouvoir l'exploiter. Ça va? C'est un peu clair maintenant ce que c'est qu'un peu les bases de données, le système de gestion d'une base de données. C'est clair? C'est bon? J'essaie de parler beaucoup pour que vous puissiez mieux, pour que vous puissiez retenir l'essentiel. Parce que pourquoi j'ai vous dit d'aller lire, vous n'allez même pas lire. Donc, retenir juste l'essentiel. Base de données, système de gestion d'une base de données. Voilà. Base de données, qu'est-ce que c'est? Système de gestion d'une base de données de façon simple dans votre propre français, qu'est-ce que c'est? C'est bon? Donc, si je vous pose la question, pour vous me répondre. Donc, c'est un ensemble de logiciels qui permettent de structurer, de stocker et de faire les mises à jour et la maintenance des différentes données. Elle permet de décrire, de modifier, d'interroger, d'administrer les données, et ainsi de suite. C'est-à-dire, toutes ces informations que nous avons dans la base de données, c'est le logiciel qui nous permet de pouvoir faire toutes les différentes modifications. C'est le système qui va nous dire, si on enseigne dans le système A, des mises à jour, tu vas demander au système, je veux faire des mises à jour, par exemple, sur telle information. Il va te donner la liste des parties où il faut faire les mises à jour. Et en fonction de ça, tu vas redonner les différentes informations. Sinon, s'il n'y a pas de système, ça devient difficile l'exploitation. Vous êtes d'accord? Ça devient très difficile s'il n'y a pas un système. Tu as un grand lot de bases de données, mais comment extraire l'information sur ton système? C'est dans le système qu'on pose les requêtes. C'est ça qu'on appelle le système. Il faut comprendre que le système, c'est le logiciel. C'est dans le logiciel qu'on pose les requêtes. Par exemple, pour ceux qui utilisent QGIS, peut-être d'autres ont bien exploité, il y a des requêtes qu'on pose en QGIS pour avoir des informations, n'est-ce pas? On a des couches de sol, et on a des couches, pardon, des données satellitaires, on a des couches, d'autres couches, d'autres informations, des couches de population. Il y a des requêtes qu'on pose pour faire ces informations. C'est le logiciel qui nous permet cela. Dans le logiciel, déjà, des conceptionneurs, bien des programmeurs ont déjà mis des informations, qu'on appelle ça, les règles mathématiques.
qui vont permettre de pouvoir extraire des informations dont tu veux. Donc, tout est dans le logiciel. Il faut savoir l'utiliser. Quand tu utilises le logiciel pour pouvoir extraire toutes tes informations. Donc, quand les programmeurs, ceux qui sont très outillés dans la programmation, ils ont leur base de données, eux-mêmes, ils conçoivent leur propre système. Quelqu'un peut concevoir son propre système en fonction de ce que tu veux faire de ta base de données. Tu peux concevoir ton propre système. Je prends par exemple un jeune commerçant qui met en place sa structure, ou bien un jeune étudiant qui met en place sa structure, par exemple, de livraison de nourriture. Son logiciel là, c'est lui qui va concevoir. Il va construire sa base de données, mais il va concevoir son logiciel. Et ça ne serait pas un logiciel, le logiciel sera différent peut-être de d'autres logiciels dans des sociétés. Parce que lui, il va concevoir son logiciel de sorte qu'il puisse exploiter facilement ces informations. Il fournit de la nourriture. Quels sont les différents points où vont la nourriture? Quels sont les différents plats qui doivent partir? Comment il doit être en possession de, qu'on appelle ça, de la marchandise? Donc, s'il veut s'approvisionner pour préparer, à quel le plat doit partir? Dans quelle structure? Combien doit coûter le plat? S'il a des livreurs qui doivent livrer, quels sont ceux qui doivent livrer tout ça? Il a son système, il est là. Et puis, quand il est dans son système, il sait qu'à telle heure de la journée, soit quand il a tel livreur qui allait déposer tel repas dans telle structure. Il a toutes les informations qu'il faut. La disponibilité des repas, ce qui a été vendu, ce qui est resté en stock, ce qui n'est pas fini et autres. Donc, ça lui permet de faire un suivi sans être sur le terrain. Un suivi même de son business sans être sur le terrain. Et ça, ce sont des programmations personnelles que tu peux quand même le faire. Et puis, tu prends pour suivre ton activité. Si tu as peut-être 2 ou 3 personnes qui suivent ton activité, que tu ne peux pas être sur place là. On en a plein qui ont mis en place des activités. De petits étudiants mini-boss ici. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Il y a des étudiants mini-boss ici. Au début, quand on faisait le cours, c'était fou, mais à la fin du cours, beaucoup d'idées. J'avais beaucoup d'idées. Vraiment, je suis contente pour ces étudiants-là qui, à travers le cours, ont pu saisir l'opportunité pour pouvoir faire des choses. Ça dépend de l'amour de la chose. Ça dépend. Comme il y a plusieurs cours, ça dépend de où tu t'intéresses beaucoup plus. L'architecture dans le cas d'un système de gestion de base de données, elle est basée sur une architecture de client-serveur. Le serveur, le client, les utilisateurs, c'est ce qu'il veut dire. Données sur le serveur partagé entre plusieurs clients, un client, interface graphique sur la station de travail personnel, communication par des protocoles standardisés, clients et serveurs communiquant par des requêtes avec des réponses, et ainsi de suite. C'est tout ça qui régit l'architecture d'un système de gestion de base de données. Et ce qui est important, l'objectif d'un système de gestion de base de données, il permet de résoudre certains problèmes et de répondre à des besoins précis. C'est très important. Elle a une indépendance physique. La façon de définir les données doit être indépendante des structures utilisées pour leur stockage. Indépendance physique. Ça, c'est très important. Faciliter la représentation et la description des données. Ça aussi, c'est très important. Quand nous allons travailler, vous allez comprendre pourquoi on dit qu'il faut faciliter la représentation. Parce que quand tu ne facilites pas la représentation, ça peut créer des ambiguïtés, ça peut créer de la redondance. Voilà pourquoi il faut faciliter la représentation et la description. Il faut une indépendance logique, c'est-à-dire que l'utilisateur doit pouvoir percevoir seulement la partie des données qui l'intéresse et modifier la structure de celle-ci sans remettre en cause la majorité des applications. Ça, c'est très important. Quand tu constitues ta base de données et qu'on doit faire des mises à jour de ta base de données, il ne faudrait pas qu'une mise à jour de la base de données bouleverse tout le fonctionnement de la base de données. Vous me comprenez? La mise à jour doit concerner l'élément qu'on fait sa mise à jour. Mais pas parce qu'on fait sa mise à jour, ça doit bouleverser tout le système de fonctionnement de la base de données. Là, il y a un problème. C'est qu'il n'y a pas une indépendance. C'est qu'il y a des dépendances. Et s'il y a des dépendances, ça crée un problème. Vous me comprenez? Faciliter la manipulation, ça c'est très important pour que ça soit très pratique, quand tu es en train de manipuler ta base de données, pour qu'il n'y ait pas de bugs. Souvent, on peut faire face à cela parce que soit des données n'ont pas été bien renseignées ou bien spécifiées, donc ça peut créer des bugs. Ou même ça te dit qu'il ne voit pas, ou bien il ne peut pas le faire. Impossible de le faire. Il peut te dire cela. Une manipulation aisée, quand une base de données est très bien constituée,
En tout cas, elle facilite l'usage de cette base de données. Attendez, je vais voir le temps qui reste pour faire. J'ai oublié que de faire. C'est pas beaucoup bien fait vite. Efficacité des accès. Il faudrait que l'accès soit très efficace. Administration centralisée des données pour faciliter l'évolution de leur structure, ça c'est important. Non, pas de redondance, comme je l'ai eu à le dire tout à l'heure. Il faudrait qu'il y ait une cohérence et puis une intégrité au niveau des données. Ça, c'est vraiment très important au niveau des bases de données. Le partage, il faudrait que les données soient on puisse vraiment partager l'information. Il faudrait que les données soient partageables et on puisse partager les informations. Et sécuriser, ça c'est très important. Quand tu constitues ta base de données, si tu es un programmeur dans l'avenir, si parmi vous il y a des programmeurs autres, cherchez toujours à sécuriser la base de données que vous utilisez. Parce que si vous ne la sécurisez pas, quelqu'un peut venir puis manipuler, avoir accès à certaines informations qui sont très importantes pour vous, et puis il va utiliser ça à sa guise. Or, quand c'est sécurisé, ça dit qu'il y a des parties de ton système auquel c'est toi seul qui as accès. Quelqu'un d'autre n'a pas accès. Lui, il a l'accès juste utilisation. Par exemple, s'il veut des informations, peut-être il peut juste l'utiliser. Mais rentrer dans ton système, aller modifier des choses, manipuler des choses, utiliser des données, il ne peut pas avoir accès. Donc, il faut sécuriser sa base de données. Parce que souvent, oui. Pour l'exemple, vous avez dit que l'année passée, il y a des étudiants qui ont vu une base de données qui ont été pris par d'autres. C'est parce qu'ils n'ont pas sécurisé. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas sécurisé. C'est-à-dire quand ils ont constitué la base de données, ils ne sont pas allés jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés jusqu'à faire la conception du système. Voilà. Parce que le plus dur du travail, c'est constituer la base de données. Ça, c'est le plus dur du travail. Sinon, la manipulation, si tu en fasses un logiciel ou tu as donné un logiciel, voici comment rentrer les données. Ça, c'est facile. Comme on fait le traitement de données. Vous savez comment on utilise un traitement de données de tel logiciel. Vous ne faites que rentrer les informations. Mais d'où vient le problème dans le traitement des images d'abord? D'où vient le problème? Le logiciel est là. Vous rentrez les images, les informations que vous voulez, vous avez. Mais avant que ça ne rentre dans le logiciel, d'où vient votre problème d'abord? L'acquisition de l'image. Et l'acquisition de l'image, comment? C'est-à-dire, il faut pouvoir la qualité de l'acquisition de l'image. Et puis aussi les références. Les références. Parce que si tu ne prends pas la bonne référence, quand tu vas télécharger l'information, l'image satellitaire et autres, tu vas voir que quand tu vas juxtaposer avec d'autres informations, ça ne va pas. Parce que les coordonnées géographiques ne sont pas les mêmes. Donc ça, déjà, c'est le problème déjà clé qui est là. La qualité de l'image et puis les références géographiques au cours de l'image. Donc c'est ça le plus dur d'abord dans un premier temps. Le reste, c'est des choses qui sont déjà dans le logiciel qu'il faut suivre pour pouvoir traiter ton image. Oui. Donc il en est de même pour le cas des bases de données. La conception de la base de données est dans un premier temps difficile. Beaucoup ne savent pas concevoir cette base de données. Et donc, quand tu prends tout ton temps pour concevoir la base de données, toutes les informations sont déjà là. Et si toutes ces informations sont déjà là, puisque tu es dans un CM, pour pouvoir créer qu'on appelle ça, les garde-fous et autres, souvent c'est dans le logiciel, dans la programmation. Ceux qui font la programmation, souvent ils programment. Ils disent que telle chose ne permet pas, que telle chose permet, etc. Donc, si tu n'as pas fait cette étape de la programmation, que tu as constitué ta base de données, ils te disent non, constitue la base de données de la structure pour tel problème. Tu vas renseigner toutes les informations, tu vas faire toutes tes enquêtes, toutes tes collègues de données, tu vas donner la base de données. Une fois que tu mets la base de données dans la processus, ils ont ça. Donc, facilement, l'informaticien qui possède la structure, on met ça à sa disposition. Tu vas voir que parfois, l'informaticien va t'appeler. Il va t'appeler quand il y a des choses qu'il ne comprend pas. Parce qu'il a besoin de sécuriser les données qu'il va mettre dans sa base de données. Donc, quand il y a des informations qu'il ne comprend pas, il va te faire peur. Ah, tiens, l'étudiant qui a travaillé sur ces données-là, j'ai besoin de lui parce qu'il y a telle chose qu'on va avoir des séances de travail. Tu vas voir qu'il va vouloir te solliciter pour des séances de travail parce qu'il a besoin que tu puisses l'aider à comprendre très bien tes codifications que tu as faites pour qu'il puisse sécuriser le système. Mais une fois qu'il a fini, qu'il a sécurisé, même s'il met à ta disposition, tu fais attention, mais tu peux ne même pas pouvoir l'exploiter. Vous comprenez? Donc, c'est le problème un peu de ce cas de ces étudiants-là. Ouais. Les structures, les sociétés, d'autres ont les moyens de pouvoir payer des logiciels. Mais c'est pour la mise en place des données qu'ils ont besoin. Quelqu'un pour faire ça. Ça, c'est un travail. Vraiment, c'est un travail.
Quand on va faire tout à l'heure des exemples, vous allez voir que c'est vraiment un travail. C'est vraiment un travail. Et donc, il faut connaître quelqu'un qui s'y connaît pour donner de bonnes informations. Vous voyez qu'il y a des travaux, parfois on fait, puis on dit non, ce travail manque de valider. On ne peut pas valider parce que ça ne respecte pas des critères scientifiques. Ou bien soit ça ne prend pas encore certaines informations très importantes. Vous voyez, ou bien ça ne respecte pas de données statistiques, ou bien de données données statistiques. Vous voyez. Donc, le plus dur du travail, c'est ça. Et quand une fois que c'est fait, la conception est autre, c'est vrai, il est un peu parfois difficile quand tu ne programmes pas. Mais si c'est déjà programmé que ça y est, là, quand on te dit suis, fais ci, fais ça, quand tu suis le chemin, tu as le résultat. Mais c'est la conception qui est dans cette période de temps de problème. Donc, beaucoup de sociétés souvent se débarrassent comme ça. Fais-nous la base. Une fois que tu fais, que tu mets à la disposition, ils te disent, bon, on va t'appeler au moment de faire la mise en place. Dès que tu tournes d'eau, ils exploitent même. Oui. La description des données. Bon, 3 fonctions essentielles dans le cas d'un système de gestion de base de données. R, bon, c'est relationnel. La description des données, il faut pouvoir les codifier. Tout à l'heure, dans un langage, quand on fait les exercices, vous allez voir. La manipulation et la restitution de ces données-là, c'est vraiment très important, toujours dans un langage. Et ces langages, il y a différents langages. Bon, ça, c'est quelques langages PSP. Il y a le langage SQL, il y a le QBE, il y a le OQL. Après, il y a différents langages qu'on appelle ça concernant les données. Il y a le contrôle. Au niveau du partage de l'intégrité, de la confidentialité, de la sécurité, il est important vraiment de toujours avoir un contrôle pour voir un peu si la base de données qu'on a mis en place, elle fonctionne normalement sans problème. Bon, on a aussi quelques modèles logiques de base dans le cas d'un système de gestion de base de données. On a le modèle hiérarchique, le modèle réseau, le modèle relationnel. Il y en a plusieurs. Mais ici, dans ce cours, le modèle que nous allons faire, c'est le modèle relationnel. Nous allons faire d'abord la construction d'une base de données et puis comment traduire cette base de données en un modèle relationnel. Le modèle relationnel que nous allons voir dans le cours. Quelqu'un avait posé la question que les endroits de logiciels, de système de gestion de base de données. Comme je le disais, il y en a plusieurs. Mais dans votre pratique ici, vous allez voir le PostgreSQL et puis le AccessSQL. Ça va dépendre de celui qui va faire le cours. Sinon, le reste, le Oracle, et sur qu'on appelle ça, Bigtable, tout ça, ce sont des logiciels, des systèmes de gestion de base de données, par exemple des entreprises, ou bien des réseaux de communication, ou bien des réseaux téléphoniques et autres. Ce sont des différents logiciels que les gens utilisent. Bon, en qui ils ont ça, comme je le disais, c'est des informations personnelles pour vous-même. Je ne vais pas m'attarder là. Ce qui est important ici, c'est la conclusion. Il faut dire que la base de données et le système de gestion de base de données est important de connaître les différents fonctionnements d'une base de données et d'un système de gestion de base de données afin d'éviter certaines erreurs dans l'application. Il faut se dire que plus nous avancerons, la conception et la gestion des bases de données deviendront de plus en plus complexes, d'où une attention particulière pour les leçons à venir. Voici la première activité. C'est ça, non, n'est-ce pas? Je vous la vois, c'est ça, non? Vous n'avez pas regardé. Ah, okay. Je crois que ça va être la première activité. Dans cette première activité, je vous demande de schématiser avec une explication à l'appui un exemple simple d'organisation d'un système d'information de votre choix. Donnez la problématique de votre sujet. Donnez le but de l'étude. Donnez les objectifs à atteindre. Quand je dis schématiser avec une explication à l'appui, un exemple simple d'organisation, je vais vous présenter ce schéma-là. Je vais parler tout simplement de cet exemple de schéma. De cet exemple tout simplement de schéma. Vous le schématisez tout simplement. Un exemple. Votre domaine de travail, domaine d'environnement, vous schématisez le domaine d'environnement. C'est-à-dire, quel est le problème que vous voulez résoudre, vous schématisez la situation. Quand vous schématisez la situation, vous voyez tout simplement, vous représentez simplement par des flèches. Comme un dessin, comme de la manière que je l'ai fait ici. Vous schématisez et puis en bas, vous donnez maintenant l'explication. Par exemple, quand je prends le côté coopératif, produits vivriers, je dis qu'il y a suivi. C'est-à-dire, les produits vivriers, il y a un suivi des produits vivriers par la coopérative. La coopérative fait suivi des produits vivriers. Quand je prends le paysan et autres, l'explication que je veux, par exemple, il y a les achats, ou bien soit les paysans envoient les produits vivriers et ces produits vivriers sont
réceptionner. Quand je prends les clients, par exemple, quand les clients, qu'on appelle ça, achètent le stock de produits, c'est-à-dire les informations, les relations. C'est ce que j'ai vraiment besoin. Est-ce que vous me suivez? Dans cette activité, ça va? Donc, votre système de votre choix. Oui. Oui, monsieur le président. C'est-à-dire, lorsqu'on vient de faire ce dessin-là, qu'est-ce qu'on écrit? C'est sous forme de tiret ou c'est une test qu'on doit écrire? Non, pas un test, sous forme de tiret. Sous forme de tiret, pas de test. Sous forme de tiret, tout simplement. C'est-à-dire, quand vous regardez ce dessin-là, par exemple, dans ce dessin-là, il y a combien d'activités ici qui sont en compte? Il y a 3 activités. Donc, ces 3 activités, le premier tiret, le premier tiret de l'activité, c'est quoi? L'achat de l'eau. L'achat de l'eau. L'achat de l'eau, par exemple, il faut préciser. Les lots de vivriers chez le paysan. Oui. Ensuite, l'autre activité, c'est quoi? Le suivi des stocks par la coopérative. Ensuite, l'autre activité, c'est quoi? La vente des produits. La vente des produits, c'est-à-dire l'achat des produits par les commerçants, mais les consommateurs. Mais la vente par des commerçants. C'est juste en sous forme de tiret. Parce que ce n'est pas là on va se focaliser. Ça, c'est juste un schéma de dessin. Mais l'essentiel, c'est en fonction des informations que vous allez mettre ici. C'est de là qu'on va extraire la suite du coup. C'est bon? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, posez le problème dès maintenant. Ne pas que... Parce que l'année passée, quand je me suis mise à corriger les copies, vraiment, j'ai eu mal au cœur. Mal au cœur parce que quand j'ai expliqué au cours, ça semblait passer. Mais dans les copies, d'autres ont bien fait. Par contre, d'autres, vraiment, je ne sais pas, peut-être n'ont pas suivi le cours. Comme je n'avais pas la liste de tous les étudiants, peut-être n'ont pas suivi le cours. Mais n'ont pas pu vraiment faire la chose. Et vraiment, ça m'a fait mal. Parce que je me prends le temps d'expliquer pour qu'au moins ça puisse éviter les sections, de reprendre les sections ou bien aller en classe supérieure avec des crédits. C'est pourquoi cette année, j'ai dit, je vais vous mettre 2-2. 2-2, vous entendez pour prendre un système d'information. Il y en a tellement, vous entendez, vous choisissez un et puis vous travaillez sur ça. C'est bon? Quand il dit donner le but de votre étude, vous savez, le but d'une étude, par exemple, si vous voulez parler de l'organisation, par exemple, des marchés vivriers, qu'on appelle ça, en Côte d'Ivoire, quel est le but de cette étude, par exemple? L'organisation du marché vivrier en Côte d'Ivoire. Le but de l'étude. Fournir des produits de qualité à la population. La sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, résoudre le problème de la sécurité alimentaire. Connaître aussi les différentes périodes. Voilà, connaître aussi les différentes périodes. Voilà, voici pourquoi est-ce que vous voulez faire cette organisation. Maintenant, les objectifs atteints. Quels sont vos différents objectifs atteints? Répondre aux besoins, par exemple. C'est-à-dire les différents buts que vous avez donnés là. En même temps, vous répondez à ça. Par exemple, répondre aux besoins de la population, répondre aux problèmes de la sécurité alimentaire, répondre aux problèmes de la facilité d'accès des produits. C'est ce que je vous demande. C'est pourquoi vous mettez votre propre système. Donc, ça, c'est un exemple que je viens de donner pour vous donner une idée. Donc, c'est ce que je vous demande. Ce n'est pas beaucoup de tests. Non, moi, je n'aime pas trop les tests sur lesquels tirez, vous partez à l'essentiel. Tirez, vous partez à l'essentiel. Le schéma, en fait, là, on va prendre des images. Si, il faut prendre des images, vos images, vous voulez, mais vous les collez et puis vous les structurez. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait un lien. C'est-à-dire, quand je regarde l'image, que je sache, par exemple, si vous me dites, par exemple, l'organisation, qu'on appelle ça, des chauffeurs de taxi de Cocody, quand je regarde, que je puisse voir, en regardant le schéma déjà, que c'est une organisation. Vous me comprenez? C'est bon? Et puis maintenant, comme je le disais, les différentes activités qui régissent l'organisation, vous mettez les tirés, vous allez expliquer. Comme l'exemple que vous venez de chaque problématique va avoir représenter 3 activités où ça dépend des problématiques. Attends. Excuse-moi, je vais faire stop.